Le gouvernement qui a donc dévoilé hier, on le sait, son plan logement très attendu sur fond de crise du secteur dans un contexte tendu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne n'a sauté de joie à l'annonce de ce plan. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, il y a urgence parce que les chiffres tombent mois après mois et le secteur ne va pas bien, mais du tout. Oui, il y a des signaux d'alerte qui commencent à s'allumer un petit peu partout. Vous l'avez dit David, et vous avez eu l'occasion de le commenter de nombreuses fois dans Ecorama, mais on a des chiffres récents, c'est de la Fédération des promoteurs immobiliers qui donne pas mal de données. Le 25 mai, il y avait des données du secteur arrêtées à la fin du premier trimestre. Et voilà, on a des mises en vente de logements neufs qui baissent de 25% sur la période. Des baisses de mise en vente qui sont liées notamment au manque d'autorisation locale, donc de permis de construire. Mais bien sûr, la chute des ventes du secteur, elle est liée aux conditions de financement. Là aussi, on a largement commenté, qui se sont durcis sur les années précédentes. On a des promoteurs immobiliers qui préfèrent repousser maintenant les projets, qui ont du mal à vendre. Des acheteurs qui ont aussi de plus en plus de mal à décider quand leur dossier passe. Premier trimestre, on a ce chiffre aussi qui est assez éloquent, des réservations nettes de logements neufs par des particuliers qui ont baissé de 40% en un an. Là, je pense que ça résume mieux que tout autre ce qui est en train de se passer. On a un ancien qui résiste mieux, mais pour la première fois, on commence, après l'avoir évoqué pendant des années, à voir, si ce n'est une stabilisation, même une légère baisse des prix dans l'ancien dans certaines villes. Donc oui, les signaux sont en rouge, et je ne parle même pas des gens qui sont en attente d'un logement social en France, ou du grippage du marché locatif. Tout ça nous donne un portrait qui est quand même un petit peu inquiétant. Voilà, et donc l'État était attendu au tournant avec ce plan. Oui, et puis mais on a l'impression qu'ils ont un petit peu oublié l'adage du 19e siècle. Souvenez-vous, David, quand le bâtiment va, tout va. Oui. Bon, c'était Martin Nadeau qui était un député, qui était un ancien maçon. Donc, il n'était peut-être pas totalement objectif sur le sujet, mais en tout cas, donc quand même on peut se rendre compte, c'est que les dépenses de l'État directement pour le logement sont à un niveau historiquement bas. C'était 1,3% du PIB à peine en 2021, c'est vraiment très bas. Et puis il y avait justement donc, ils ont quand même un petit peu compris qu'il y avait urgence, ces discussions, ces négociations, ces propositions qui étaient en cours dans le cadre du Conseil national de la refondation, une série de consultations thématiques qui avaient été voulues par Emmanuel Macron. Donc on discutait avec les professionnels du secteur, des personnalités reconnues du monde du logement, qui ont recueilli les doléances, les propositions. On avait quand même 3 cahiers qui avaient été remis au ministre du Logement, délégué à la ville au logement Olivier Klein, 700 propositions qu'on avait rassemblées dans 200, on avait quand même du lourd, on y attendait, on se disait, là, on va avoir quelque chose. Bon, et donc on a pris connaissance des mesures du plan du gouvernement. Il y a pas mal de mesures, mais il n'y a rien finalement qui frappe, il n'y a rien qui marque les Exactement. Et même dans le timing de l'annonce, c'est assez curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, David, on l'attendait plutôt lundi, et puis en fait, dimanche soir, on avait déjà peu ou prou ce qui allait être annoncé, comme s'il fallait un petit peu désamorcer et peut presque dire, voilà ce qu'on fait, et puis on vous le met déjà parce que vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et mais on a plutôt un assemblage de mesures qui sont pas fondamentalement impactantes. Il y avait des mesures beaucoup plus fortes. L'encadrement du prix du foncier était très attendu. Ça, ce sera pas pour tout de suite. On a ouvert aussi des chantiers avec beaucoup de choses qu'on va commencer à regarder, mais sans précision. Et quand on rentre dans les mesures concrètes, qu'est-ce qu'on a? On va en égrener quelques-unes. On peut citer le prêt à taux zéro, le fameux PTZ. Donc, il devait s'arrêter fin 2023. Finalement, il va être prolongé jusque fin 2027. Mais là aussi, attention, il est recentré sur les logements neufs en collectif. En collectif, ça veut dire, et je vais en parler... Pas de maison individuelle. Pas de maison individuelle, ça c'est quand même un sacré truc. Dans les zones tendues et sur les logements anciens, sous condition de rénovation sur les zones détendues. Si vous regardez ça avec des lunettes un petit peu noires, vous dites, mais finalement, c'est quand même une restriction des conditions d'accès au PTZ, même s'il est prolongé. Bon, la mensualisation de la révision du taux d'usure, bonne nouvelle, mais bon, c'est déjà... Ça ne mange pas de pain en plus. Ça ne mange pas de pain, et vous avez très raison, et on va y revenir, ça ne mange pas de pain, afin que les dossiers pour les emprunts puissent passer, qu'il n'y ait pas de blocage au niveau du taux d'usure. C'était déjà un petit peu acté, on s'attendait à ce que ce soit prolongé. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le développement du buy rail solidaire qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier. Vous savez, on va séparer foncier et acquisition immobilière. Pourquoi pas? Ça, c'est plutôt pas mal. Mais en révisant à la hausse les plafonds de ressources, ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. La garantie Visale qui permet d'obtenir une caution locative d'Action Logement.
ça aussi, bonne nouvelle, hein, quand on a du mal à avoir de la caution, ça va couvrir à terme, et là, plus de 2 millions de personnes d'ici 2027, donc c'est pas non plus tout de suite, contre 1 million réalisé depuis 2018. Pour le reste, je vous le disais, on a des grands chantiers, on a des choses à l'étude, mais on n'a pas grand-chose d'autre de concret à se mettre sous la dent. Je disais que rien n'a fait du bruit. Je me suis un peu trompé, en fait. J'ai oublié de dire que si, il y a un truc qui a fait du bruit, mais ça n'a peut-être pas dans le sens de ce que voulait le gouvernement. Ah oui. C'est la disparition, la fin programmée du dispositif Pinel dans l'immobilier neuf défiscalisé. C'est ça. Vous vous rendez compte que on fait un petit travail de spéléo, d'histoire. Le premier dispositif d'investissement locatif, d'aide à l'investissement locatif, c'était 1984. C'était la loi Ménurie. Ça ne me rajeunit pas, David. Et puis, on avait eu, vous l'avez dit, avec ces dispositifs qui portent à chaque fois le nom du ministre qui les promeut, le Périssol, le Besson, le Cellier, le Duflot, le Pinel. L'objectif, bien sûr, c'est inciter les investisseurs particuliers à investir dans les logements neufs, les louer, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ça vous permet d'avoir des logements, un parc de logements, et puis finalement de soutenir le secteur. Donc tout le monde y trouve un petit peu près son compte, sauf que ça coûte très cher aux finances publiques. Oui. Et visiblement, voilà, depuis quelques temps, Bercy a eu gain de cause. Voilà, commencé à dire que ça coûte très cher. Alors, que nous dit le gouvernement? Il dit non, attendez, je vais pas abandonner comme ça le secteur du logement intermédiaire, mais ce sont finalement les investisseurs institutionnels, publics et dans un second temps privés, qui vont pallier, ok, il va falloir voir ça parce que pour le moment, on n'est vraiment pas sûr que ça puisse suffire. Il y avait quelque chose de plus ambitieux, c'est ce fameux statut, vous savez, de bailleur privé, où finalement le particulier qui mettait un logement à louer sur le marché pouvait, amortir une partie des charges. Ouais. Et donc ça, c'était super intéressant, mais exit ça parce que, pourquoi David? Parce que c'était trop coûteux. On a fait tourner les calculettes à Bercy, et là aussi, ça coûtait trop cher. Bon, mais c'était pour que Standard & Poor's ne nous dégrade pas non plus. Hein. Je ne sais pas s'il faut faire d'ailleurs le lien entre les deux. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Laurent, et si on prend en compte le fait qu'il y a eu tout ce travail de préparation en amont, encore une fois, qui a été fait avec les professionnels, et bien justement, la réaction des professionnels, elle est à la hauteur de la déception. Oui, elle est à la hauteur de la déception, et vous l'avez évoqué, David, ça ne mange pas de pain. On en parlera demain, pardon, je coupe, avec le patron de l'AFNAIM, Loïc Quentin, qui sera avec nous. Ça ne mange pas de pain, et on a l'impression que c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, je ne sais pas, moi aussi, je me hasarderai pas à rapprocher la décision de Standard & Poor's de ce plan-là, mais on a vraiment l'impression qu'au final, ce qui était vraiment important, c'était de ne pas trop dépenser, d'argent, d'avoir quelque chose qui ne coûte pas cher. Après la crise Covid, après les mesures de soutien aux entreprises, après les gilets jaunes, on a l'impression que là, c'était vraiment on serre la ceinture, et au final, les dispositions qui étaient vraiment structurantes, mais qui forcément coûtaient un petit peu, ont été systématiquement écartées. Alors oui, à côté de la plaque, oui, ça a été à peu près critiqué par tous les professionnels du secteur. Il faut dire, on peut les comprendre quelque part, puisqu'ils ont vraiment joué le jeu, il y avait des mois de négociations derrière. La montagne qui accouche d'une souris, hein, c'est l'expression qui revient souvent. Valérie Bédag, qui est PDG de Nexity, qui a co-présidé le CNR, qui nous dit, pour moi, ce plan est minimaliste, imprécis et renvoie un certain nombre de choses à plus tard. Je trouve que c'est une bonne conclusion de ce à quoi on a assisté. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin drôle ou pas, Olivier Klein, le ministre du Logement, disait « On ne réglera pas la crise du logement uniquement par de la dépense publique ». Voilà, c'est un petit peu la ligne de défense du gouvernement. On a donc fait à minima, on a fait économique. Est-ce que c'est avec le logement en France qu'il fallait faire des économies? Ça, par contre, David, moi, je pense qu'on peut en douter. Bon, voilà, merci beaucoup. On voulait faire un point. Encore une fois, on en parlera demain avec l'AFNAIM, le patron de l'AFNAIM, Loïc Quentin, qui sera notre invité demain. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.